Les chefs d'état-major de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se réuniront et feront part aux dirigeants de la CEDEAO des meilleures options quant à leur décision d'activer et de déployer la force en attente. On va rappeler que cette intervention n'a aucune base juridique parce qu'il faut le dire, pour qu'une organisation sous-régionale ou bien même régionale décide d'une intervention militaire, tout cela doit d'abord passer par le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais sans quitus des Nations Unies, sans quitus de l'Union africaine. La CEDEAO décide donc de s'engager militairement au Niger. L'Union africaine, qui au départ avait soutenu la position de la CEDEAO, a eu une réunion qui s'est terminée par un refus net d'emboîter le pas pour l'option militaire. À partir de maintenant, il n'y a plus de base politique, morale, diplomatique, il n'y a plus tellement de légitimité pour cette option militaire. Il y a une unanimité à rejeter l'intervention militaire. La CEDEAO a fait volte-face et déclare qu'une attaque contre le Niger a été décidée par les États membres de cette même communauté. Que s'est-il passé? Pourquoi ce sursaut? Et qui a actionné le moteur de l'intervention? Vous devez savoir qu'en matière de maintien de paix et de sécurité, les organismes régionaux sont placés sous l'autorité du Conseil de sécurité. L'article 53 de la Charte des Nations Unies donc, exige expressément une autorisation du Conseil de sécurité pour l'utilisation de mesures coercitives par des organismes régionaux. C'est le cas de la CEDEAO. Donc la CEDEAO doit absolument avoir une autorisation préalable du Conseil de sécurité pour intervenir en Niger. Ce n'est pas le cas. Donc toute intervention de ce genre serait considérée comme illégitime, illégale et portant atteinte aux principes et fondements de la Charte des Nations Unies. À ma connaissance, la CEDEAO n'est pas le gendarme de la région. Elle est essentiellement dans sa charte économique, c'est-à-dire c'est une force régionale pour l'intégration de la région. Elle n'est pas la police qui dit qui est démocrate, qui ne l'est pas. Oui. L'actuel président, qui est loin d'être démocrate puisqu'il a été installé par les forces françaises, au prétexte que les élections présidentielles 2010 ont été en sa faveur, alors qu'il y avait une fraude monumentale. La charte de l'ONU et le droit international, c'est le respect de la souveraineté des États. C'est au peuple de ces régions de régler leurs problèmes en interne et non pas par une force régionale qui est essentiellement économique et qui travaille au service des forces étrangères. Ce qui est malheureux à dire. L'ancien président qui a été renversé, lui-même, c'est-à-dire on se rappelle que les élections, il y avait beaucoup de points d'interrogation autour de cette élection, il y avait beaucoup de fraude et finalement, ce n'est pas aux pays étrangers de dire qui est démocrate, qui n'est pas démocrate. Ce que certains appellent coup d'État, c'est le renversement d'un ordre ancien qui a appauvri des pays, leur a fait perdre leur souveraineté, leur intégrité territoriale et a maintenu les populations dans la misère et l'insécurité. Les coups d'État militaires conduits par Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdraman Tiani n'ont coûté la vie à personne. Contrairement au coup d'État constitutionnel de Alassane Dramane Ouattara, en Côte d'Ivoire, dont les supporters ont décapité Nguessan Kofi Toussaint et joué au ballon avec sa tête le 9 novembre 2020, ou aux rivières de sang déversées depuis 2021 par le démocratiquement élu Macky Sall. Quand vous traficotez la légalité du processus et que vous venez ensuite dire que le président est démocratiquement élu, vous vous condamnez à voir les coups d'État militaires se perpétuer. Pour assurer en même temps la continuation de ces régimes usés mis en place par la France-Afrique, on a trouvé une formule extraordinaire de coopération en iceberg. Mitterrand a déclaré en 1990
vive la démocratie en Afrique, je résume, on va vous aider, on va vous fournir des urnes transparentes, des bulletins, pour que le peuple puisse élire ses dirigeants. Alors les gens se sont mobilisés de manière incroyable autour des urnes pour empêcher qu'on les bourre jour et nuit. Ils ont voté à 70-80% pour chasser le dictateur. Et puis en même temps qu'on faisait cette coopération à ce niveau-là, on envoyait dans la capitale, auprès des ordinateurs chargés de centraliser les résultats, des coopérants très spéciaux issus des réseaux Pasqua ou de la mairie de Paris, où en fraude électorale on est relativement adroit, et avec des logiciels un peu spéciaux, on faisait en sorte que les 80% de votes contre le tyran se transforment en 80% de votes pour le tyran, ou en 52% s'il était modeste. Vous tripatouillez les listes électorales. Vous tripatouillez les candidatures, vous tripatouillez la campagne électorale, vous tripatouillez le déroulé de l'élection dans les bureaux de vote, vous tripatouillez les résultats. Et une fois arrivé dans le fauteuil présidentiel, vous tripatouillez les constitutions pour vous accrocher au pouvoir. Vous instrumentalisez la justice pour faire condamner ceux qui vous dérangent et absoudre ou protéger ceux de votre clan, même s'il est établi qu'ils sont les pires voyous, voleurs et malfaiteurs de la planète. Vous instrumentalisez les forces de défense et de sécurité pour réprimer les populations et les opposants, vous instrumentalisez les médias pour mentir aux populations et les diviser, vous instrumentalisez le Parlement pour ne jamais avoir à rendre compte de votre gestion et de votre mauvaise gouvernance. Et c'est ça que vous nous présentez comme démocratiquement élu. Si l'État est malfaiteur, le coup d'État est salvateur. Paris et son carteron d'esclaves de maison sont carrément hors la loi sur le plan juridique. Non seulement la CEDEAO est dans l'illégalité la plus totale en ce qui concerne les sanctions qu'elle a prises à l'endroit du peuple nigérien, mais son appareil normatif n'autorise aucune possibilité d'agression d'un pays membre de la communauté pour y rétablir l'ordre constitutionnel. Par ailleurs, le droit international est très clair à ce sujet. Aucune intervention ne peut avoir lieu sans l'approbation du Conseil de sécurité de l'ONU. L'article 53.1 de la Charte de l'ONU est sans équivoque. Aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de sécurité. Fin de citation. Les textes même de l'Union africaine sont sans ambages. L'article 20 de la Charte de l'UA stipule, je cite, « Tous les peuples ont droit à l'assistance des États parties de la présente charte dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel. » Des gens qui ne respectent pas la constitution de leur propre pays, qui ne respectent pas les textes de leur propre organisation sous-régionale, qui ne respectent pas les textes de leur propre organisation continentale, qui font semblant d'ignorer les textes de l'Organisation mondiale des Nations Unies, veulent venir donner des leçons de respect de textes et de démocratie au Niger et au reste de l'Afrique. Franchement, ces gens-là ne sont pas seulement nuisibles pour leur propre population ou pour l'Afrique de l'Ouest, mais ils sont un danger pour l'Afrique tout entière. Accepter d'attaquer un frère pour servir les intérêts des étrangers? Quand on a une arme qui peut cracher le feu et l'abord, et que l'on peut recevoir des ordres en se mettant en garde à vous devant un drapeau, sans savoir à qui profite cet ordre, à qui profite ce fusil, eh bien, on devient un criminel en puissance qui n'attend que le déclic pour semer la terreur autour de soi. Combien de militaires sont en train de tourner dans tel ou tel pays, sur tel ou tel champ de bataille, d'amener désolation et crime, mais sans comprendre qu'ils sont eux-mêmes en train de combattre des hommes, des femmes qui luttent pour les mêmes idéaux qu'eux s'ils en avaient conscience. Des fils d'ouvriers qui voient leurs parents aller en grève contre
des régimes réactionnaires, mais qui, parce qu'ils sont entrés dans l'armée, acceptent de combattre au profit des dirigeants réactionnaires. Cela existe. Donc, un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. Chaque fois qu'un pays africain achète une arme, c'est contre un Africain. Ce n'est pas contre un Européen. Ce n'est pas contre un Asiatique. C'est contre un Africain. Notre peuple a démontré qu'il est très mûr, qu'il a fait le choix de défendre sa souveraineté.